Saviez-vous que chaque année dans le monde, près d'un bébé sur 40 était un jumeau et que ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille et vous êtes sur Coup Double, le podcast francophone dédié aux parents et futurs parents de jumeaux. Dans ce podcast, vous découvrirez les récits authentiques de parents, futurs parents et professionnels de l'enfance, venus vous partager la vraie vie de parents de jumeaux. Vous trouverez aussi des conseils pratiques, inspirés de mon propre vécu de maman de jumeaux, pour répondre à vos questionnements et vous accompagner dans les nombreux défis de la parentalité multiple. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode à deux voix. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les épisodes à deux voix, c'est des épisodes où je suis avec un ou une invitée, donc soit une maman ou un papa de jumeaux qui vient nous partager son histoire de parents de jumeaux, soit des professionnels qui viennent avec leur regard d'expert répondre à une question ou à une problématique que se posent les parents de jumeaux, une problématique qui concerne la parentalité gémellaire. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une invitée, Amandine, qui vient nous raconter son histoire de maternité gémellaire. Son long parcours vers la maternité a débuté en 2012 avec un premier projet bébé qu'il a rapidement mené dans un parcours de PMA, puis de fécondation in vitro. Avec une première réussite en 2015, la naissance de sa fille Alicia, son aînée, qui a été suivie 3 ans plus tard par de nouvelles tentatives de bébé, portées par le désir d'agrandir la famille. Mais ce chemin n'a pas été sans embûches, avec des fausses couches à répétition, de nombreux doutes et le lancement d'un nouveau processus de fécondation in vitro quelques années plus tard. Et puis après des années de montagnes russes émotionnelles, une incroyable surprise, une grossesse gémellaire monocoriale monoamniotique, c'est-à-dire le type de grossesse gémellaire le plus rare et le plus à risque. Alors évidemment pour Amandine ça a été une nouvelle inattendue qui a mêlé une joie immense mais aussi beaucoup de questions et de peur, surtout la peur de perdre ses 2 bébés. Dans cet épisode, Amandine revient avec sincérité sur son parcours, elle nous parle de ses nombreuses batailles, de ses douleurs à la fois physiques et émotionnelles, mais aussi des surprises qui ont jalonné son parcours vers la maternité. Un épisode qui nous absorbe et qui aborde sans détour des sujets sensibles comme la fécondation in vitro, les fausses couches et la force qu'il faut pour surmonter toutes ces épreuves. Alors maintenant, l'épisode va commencer et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Amandine. Salut Camille. Et bien déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Je suis ravie, t'es la première du coup à lancer le bal des interviews. Merci à toi de m'accorder cette possibilité de partager ma vie de maman et mon parcours pour avoir mes enfants. C'est une première aussi pour moi. Et le plaisir est partagé et je suis ravie de revenir sur ton parcours qui est à la fois assez rare et extraordinaire et je pense qu'aussi beaucoup de parents se reconnaîtront dans celui-là. Déjà, est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques phrases pour que tout le monde sache qui tu es ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Amandine, j'ai 38 ans. Je suis mariée avec mon mari qui s'appelle Damien, qui a 39 ans. Je suis aussi responsable RH au sein d'une entreprise sur le bassin grenoblois, parce que nous sommes originaires tous les deux de l'Isère. Et je suis donc maman de 3 enfants, 3 filles. Alicia qui a eu 9 ans le 5 novembre 2024 et les petites jumelles qui ont eu 3 ans, 3 novembre 2024. Nous avons également 3 chiens qui font partie de notre famille. Ok, super. Je vois que du coup dans ton histoire le chiffre 3 revient beaucoup. 3 filles, 3 chiens, 3 novembre. C'est ça. C'est un peu le chiffre de ton histoire. Un peu le signe, un peu le destin qu'elle soit née un 3 novembre. C'est ça. Alors, est-ce que pour commencer à retracer ton parcours, est-ce que tu peux me dire si vous avez eu avec vos compagnons à un moment donné un désir d'enfant, un moment assez spécifique auquel vous vous êtes dit on aimerait se lancer dans un projet bébé. Oui, mais je me rappelle encore très bien, c'était en été 2012 exactement. Autour de nous, c'est vrai que mes amis commençaient à avoir des enfants et puis on était en couple déjà depuis quelques années. On avait pour projet de faire construire une maison. Ça c'était la suite logique, on va dire, de se lancer, d'avoir un enfant pour créer notre famille. Du coup, les premiers mois, on s'est lancé naturellement en espérant. Moi, j'espérais vraiment tomber enceinte rapidement. Je suis quelqu'un d'assez impatiente. Ouais. Donc pour moi, c'était j'ai envie, c'est maintenant, tout de suite. Et puis malheureusement, les mois se sont enchaînés et mes règles arrivaient tous les mois. J'avais déclenché rapidement en fait un rendez-vous avec ma gynécologue parce que intérieurement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et je sentais que ça ne marcherait pas seul. Je ne sais pas pourquoi et comment l'expliquer, mais t'avais une sorte de pressentiment. J'avais ce pressentiment. Donc j'ai rencontré ma gynécologue pour un premier bilan et puis elle m'a dit laisse passer une année.
et on voit ce qu'il en est. Donc ça devait être l'automne 2012. Et puis l'année 2013 a continué, pareil, avec toujours la tristesse chaque mois de ne pas être enceinte. J'ai commencé les examens médicaux fin 2013, donc avec au début on fait des suivis un petit peu d'ovulation. J'ai passé ce qu'on appelle une hystérographie. En fait, c'est ce que j'appelle une radio des trompes pour voir D'accord. s'il n'y a pas les trompes qui sont bouchées. Et moi, enfin voilà, c'est ce qui a en fait montré qu'il y avait un souci parce que j'avais une trompe qui paraissait bien bouchée et une autre dont il y avait un passage mais qui n'était pas très large quand même. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ouais. Mon mari, en parallèle, a commencé également les examens médicaux. Et puis, la gynéco a été assez brute en début 2014 en me disant, j'ai vu les résultats, clairement, vous ne pourrez pas avoir un bébé seul. Et j'ai trouvé que la façon dont elle me l'a dit, ça a été assez cash. Sur Ouais, le c'est moment, brutal à entendre, ouais. ouais, c'était dur, c'est sûr, parce que là, on sait pas dans quoi on va partir. Mais malgré tout, au final, je me dis qu'elle a été peut-être un peu dure dans ses mots, mais finalement, on a été vite pris en charge par des gynécologues spécialisés en PMA. Et ça, bon, ça a été quand même une chance parce que j'ai attendu à peine 3 mois à partir du jour où on a rencontré le spécialiste et pour ce qu'on appelle la première ponction, parce qu'on est parti directement en FIV, du coup. D'accord, ok. Moi, il m'avait laissé le choix, soit de m'opérer et d'essayer de déboucher les trompes, sans garantie que ça fonctionne, et ensuite de réessayer d'avoir un bébé naturellement, soit de passer directement en FIV, et on a décidé de passer directement en FIV. Ça marche. Voilà. Et Donc du coup, les rendez-vous médicaux, c'était donc en mars 2014, et j'ai eu donc ce ouais. qu'on appelle la première ponction en juin 2014. Pour avoir une ponction pour une FIV, c'est vrai que c'est un parcours, voilà, pareil, qui a été assez tabou il y a 10 ans en arrière. Moi, dans mon entourage, je ne connaissais personne qui était passé par ce type de parcours. Donc, on était un peu les derniers à ne pas avoir d'enfants. Et c'est vrai qu'on nous disait souvent, alors, c'est pour quand le bébé, c'est pour quand le bébé. Et puis nous, en fait, moi, j'avais des piqûres tous les soirs. Donc, c'est vrai que c'est un parcours quand même qui a été assez difficile. C'est sûr. Et autour de vous, personne n'était au courant, du coup Pas au début, non, pas dans nos amis. Des Ok. copines très proches, mais dans nos cercles d'amis, non. Personne n'a été au courant et au fur et à mesure, on a commencé à en parler. Et puis en fait, on s'est rendu compte que quand on en parle, il y en a d'autres aussi qui vivent la même chose de manière ils vont connaître un autre couple d'amis ou quoi que ce soit. Donc finalement, ça libère un petit peu la parole autour de ces parcours à PMA. Mais nous, on a été les premiers, les seuls dans nos cercles d'amis assez large, on va dire. Ça marche, ok. Et je me rappelle qu'il fallait faire les piqûres tous les jours à la même heure. Donc je me rappelle qu'on partait au restaurant, on emmenait tout ce qu'il fallait, on allait se cacher quelque part et c'était mon mari qui me faisait les piqûres dans le ventre. Moi, j'y arrivais pas, je pouvais pas me piquer, m'injecter le produit. Donc ça a été ça a été des moments un petit peu un peu compliqués. À l'époque, on faisait encore beaucoup de randonnées et pareil, je me rappelle que la veille de l'ovulation, il fallait me piquer à telle heure et je sais pas, j'ai eu un moment de panique et je me suis rendu compte que j'avais pas le produit dans le frigo à la maison. Donc il a fallu appeler toutes les pharmacies de garde pour trouver la bonne injection pour pouvoir que je la fasse à la bonne heure. Donc ça a été des moments de stress. Ouais, c'est ça, un vrai parcours du combattant avec plein de péripéties et plein de choses en fait qui entrent dans le quotidien auquel on n'aurait pas forcément pensé en se lançant dans un projet bébé en fait. Ah non, mais complètement. Et en fait, donc il y a tout cet aspect de piqûre, mais il y a aussi tous les rendez-vous. On est suivi pour avoir des échographies au début tel jour pour voir en fait comment les follicules grossissent, des prises de sang également. Que moi à l'époque je n'en avais pas parlé à mon travail, donc j'allais au laboratoire, j'y allais pour 6h30 le matin pour être la première à passer pour la prise de sang et enchaîner avec l'échographie pour arriver à l'heure à mon travail. Enfin c'est fatigant, c'est stressant et en fait on se sent pas du tout accompagné. Moi je me rappelle quand on passe ces échographies avec les échographes, on est un numéro, c'est à la chaîne le matin et c'est les unes après les autres pour avoir les échographies. Ouais, c'est un monde que tu as trouvé assez froid en tout cas pendant ce parcours-là. Complètement. C'est particulier, c'est très stressant parce que le parcours PMA prend beaucoup de place au milieu de toute notre vie. Après, il y a eu la ponction. Alors pour moi, de me faire endormir, en plus, c'était j'ai très peur d'aller à l'hôpital, j'ai très peur des blocs opératoires, etc. Mais la ponction en elle-même s'est bien passée. Donc moi, ça a été sous anesthésie générale, donc ils prélèvent en fait les ovocytes pour ensuite les féconder avec les spermatozoïdes.
Donc la ponction en elle-même s'était plutôt bien passée. Et ensuite, il Ouais. faut donc c'est en une journée, hein, c'est en ambulatoire. Et ensuite, il faut attendre de voir si il y a bien des ovocytes qui fécondent et qui donnent des embryons. Et donc ça, on est appelé le lendemain matin pour savoir combien il y a eu d'embryons qui ont été fécondés. Et ensuite, pareil, chaque jour, en fait, on nous appelle pour nous tenir au courant du nombre d'embryons qui restent, parce que du coup, ils font évoluer les embryons comme ça pour pouvoir implanter un embryon qui soit de meilleure qualité. Donc au final, au départ, en fait, Donc c'est très long à se mettre en place. Il y a un parcours très long, oui. compliqué, qui impacte beaucoup ton quotidien. Et après, une fois que c'est lancé, que tu as eu la ponction, tout s'enchaîne en fait très rapidement. Au quotidien, tu as des nouvelles et tu peux suivre justement au jour le jour comment est-ce que ça évolue. Oui, ça c'est vrai que du coup, à partir du moment où, en fait, on est pendant toute cette période, il y a beaucoup de personnes au niveau médical autour de nous. Après, moi, j'ai eu donc le transfert d'embryons, c'était ce qu'on appelle un J3. Donc, dans les embryons, en fait, ils évoluent. On parle de J1, J2, J3 jusqu'à J6, c'est-à-dire qu'ils évoluent pendant 3 jours. Et donc, moi, j'ai eu un premier transfert d'un embryon donc à J3. Et par contre, j'avais les ovaires qui étaient vraiment très très gros et d'ailleurs j'avais très mal en fait au ventre. Donc j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée jusqu'au test de grossesse par prise de sang. Et du coup, je suis restée à la maison. Il fallait que je reste assez tranquille parce que c'est vrai que c'est douloureux en fait. Mes ovaires, ils étaient aussi gros que des boules de pétanque quasiment dans Ok, le ouais. ventre. Donc voilà, du coup pendant ce temps-là, tu attends. Là par contre, Ouais, il tu y a plus rumines un rien. peu en T'es dans plus. l'attente. C'est un peu voilà, c'est un peu particulier. À chaque fois, après c'est un peu comme toutes les femmes, hein, mais n'importe quel signal peut te dire bah oui ça a marché. Là tiens j'ai l'impression d'être enceinte. Et en fait vu qu'en plus on est shooté d'hormones, c'est pas forcément. Enfin on peut avoir des symptômes de grossesse alors qu'en fait c'est des hormones qu'on nous a injectées qui entraînent aussi encore des symptômes proches Des d'un début de symptômes, ouais, tout grossesse, à les fait. douleurs au sein, les douleurs en bas du ventre. Ce genre de choses. Et puis du coup, je suis allée faire ma prise de sang un matin, donc au laboratoire. Et en fait, à l'époque, j'étais allée au laboratoire de PMA et c'était la secrétaire que je pouvais appeler en début d'après-midi pour connaître le résultat. Et donc, je suis allée faire ma prise de sang et toute la journée, j'avais un nœud dans le ventre et je pressentais mais clairement que c'était négatif. J'avais très mal en bas du ventre et je me disais mais de toute façon c'est vraiment trop des douleurs de règles et je sens que mes règles vont arriver. Et en fait, j'ai pas eu le courage d'appeler, j'ai demandé à mon mari d'appeler la secrétaire en PMA pour avoir les résultats. Et donc quand je Ouais. suis rentrée chez moi, je pleurais dans la voiture et quand je suis arrivée, il m'ouvre la porte et il me voit pleurer, il me dit ah mais t'as appelé aussi? Je dis non, mais c'est négatif. Et là il me dit bah oui mais pourquoi tu pleures déjà, quoi? Et j'ai dit, j'en étais sûre. Ça a été vraiment la chute, franchement, ça a été vraiment très très dur parce que les médecins m'avaient dit, bah vous êtes jeune, il y a tout qui va bien fonctionner. Donc là, je me rappelle à l'époque, j'ai pris mes chiens et je suis partie marcher parce que voilà, j'avais besoin d'être seule et Ouais, t'avais besoin de t'aérer m'évader après un cette petit peu de tout. douche froide et cette nouvelle qui t'a... Ouais, qui m'avait vraiment bouleversée. Là, ça devait être à peu près fin juin 2014. Donc, sur l'été, les parcours PMA, ils se mettent un petit peu en pause. Nous, franchement, ça nous a aussi entraîné des difficultés dans notre couple. À l'issue de ça, on est passé au bord de la séparation. C'est vrai que ça faisait 2 ans que on vivait en fait pour l'envie d'un bébé. Après, quand on est des femmes, c'est comme ça. Hein, quand on a cette idée en tête, il y a tout qui tourne autour de ça. Donc, c'est vrai on a vécu des moments un petit peu difficiles au niveau couple. Et ça, je le dis parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de couples dans des parcours PMA qui subissent cet aspect-là au sein de leur couple. Ouais, tout à fait. Et C'est donc très on a dit important de le là rappeler, quoi. C'est un vrai parcours qui met le couple à rude épreuve parce que on passe par des montagnes russes et plein d'épreuves justement pour arriver jusqu'à cette grossesse qu'on recherche tant et qu'on attend en fait. Exactement. Et on vit pas le couple ne vit pas la même chose de la même façon. Ouais, C'est complètement. normal, hein, l'homme et la femme on ne vit pas les choses de la même C'est façon, sûr. donc les émotions sont difficiles. Et donc on s'est mis on a mis en pause. On a dit on fait pas tout de suite de transfert d'embryons parce qu'au total il y en avait eu 4 d'embryons. Donc il en restait 3. Ok. Et après il les congèle entre guillemets. Et Ouais. il suffit, je dis entre guillemets également, de faire ensuite un transfert d'embryons congelés. Ils appellent ça un TEC, TEC. Donc on a Ok. profité, on est parti en vacances, on a profité de l'automne, on a fait beaucoup de randonnées, on s'est retrouvés tous les deux en tant que couple pour profiter, faire plein de choses. Et puis on a relancé les rendez-vous médicaux parce que du coup il faut repasser par plein de rendez-vous médicaux à nouveau fin 2014, début 2015. Et j'ai eu donc un transfert d'embryon congelé en février 2015. Ouais. Et donc j'ai décidé de revivre comme avant. Donc j'ai continué ma petite vie, continué les balades, continué mes randos.
cadeau et de profiter. Bon, au final, j'ai eu un test de grossesse positif. Et là, pareil, pressentiment, je sentais que ça avait marché. Mais là, j'ai fait le test, mais j'étais sûre que ce serait positif. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait la Ouais. même chose. J'ai fait ma prise de sang dans un laboratoire et j'ai reçu moi-même les résultats. Voilà. En fait, on n'est pas obligé de le faire dans le laboratoire de suite PMA. On n'est pas obligé d'appeler la secrétaire pour avoir les résultats. On peut vraiment le faire dans le laboratoire qu'on souhaite et d'obtenir nos résultats quand on est disponible pour les consulter. Ça marche. Et là, du Donc, coup, la prise de sang t'a voilà. confirmé ce que t'avais annoncé le test déjà? Alors, je n'avais même pas fait de test pipi. J'ai juste, Ouais. j'ai été très T'as sérieuse. directement J'avais prise pas de fait sang, test ok. pipi. Ouais, directement prise de sang. Et donc oui, ça a confirmé. Par contre, j'ai eu aussi, mais j'ai eu des règles. Donc là, je me suis dit bon bah là c'est mort. Enfin, je suis Ouais, tu dégoûtée. t'inquiètes beaucoup, bien sûr, ouais. Ça a pas fonctionné. Et j'étais allée du coup faire une randonnée avec une copine parce que je me lui disais écoute, je suis en train de faire une fausse couche. De toute façon, on peut aller faire une rando. Si j'avais su ce que c'était vraiment une fausse couche, je serais clairement pas allée faire une randonnée. Mais bon. Et le soir, j'ai dit à mon mari bah écoute, je pense que c'est déjà terminé. Et en fait, on est allé passer une échographie aux urgences de la maternité. Et non, en fait, il y avait bien un tout petit embryon, mais il voyait déjà une petite activité cardiaque. Donc c'était en fait des règles, ce qu'ils appellent des règles anniversaires. Ok, Toujours je là. connais pas du tout. Elles sont toujours là. Ça marche, ok. Et du coup, après, ça a été donc la grossesse d'Alicia, qui est née du coup 9 mois plus tard. Bon, j'ai eu déjà une grossesse assez compliquée. Et j'étais Ouais, dans les risques de trisomie 21. Donc, il a fallu d'accord. faire ensuite une prise de sang à l'époque qui n'était pas remboursée par la sécurité sociale, qui nous a coûté, je crois, 750 € pour Ah oui. pour une recherche d'ADN fœtal. Et c'était en fait, soit on faisait une amniosynthèse, mais dans ces cas-là, faut attendre, on peut pas le faire avant un certain stade de la grossesse, Ouais. soit une biopsie du placenta, soit cette prise de sang. Donc clairement, on a dit, on fait la prise de sang. Et la longue attente des 3 semaines de résultats, ça aussi, c'est difficile. Ouais, c'est interminable, ouais. On met en pause de toute façon le projet bébé, c'est évident. Ou bien sûr, tu te Et projettes puis, pas les parce que résultats. t'as toujours ce doute. C'est ça. Et puis les résultats sont revenus négatifs. Et donc là, ça a été un soulagement. Par contre, quelques semaines plus tard, j'étais au travail et j'ai perdu énormément de sang. J'étais en pause déjeuner et là, mon Dieu, mais c'était l'hécatombe. Donc je suis partie du travail pour aller aux urgences maternité et j'avais en fait Ouais. un Là, très t'étais à gros quel stade de hématome. ta grossesse? J'étais à 19 semaines à peu près. J'avais passé D'accord. les 3 mois, donc Ouais. on l'avait, enfin voilà, ça se présumait plutôt bien. Mais là, j'étais à 19 semaines d'aménorrhée, un peu moins. Je devais être à 17 semaines d'aménorrhée à peu près. Et là, on m'annonce en fait que j'ai un hématome qui est énorme dans l'utérus, que le bébé est un peu petit. Donc en gros, il y a un problème et que la grossesse, elle va pas évoluer normalement. Donc là, à nouveau, douche froide. Donc les médecins me Ouais, mettent bien forcément sûr. en arrêt pour être au repos, pour que l'hématome se résorbe. Donc j'ai été en arrêt de travail. Et puis derrière, je reprends le travail. J'ai dû reprendre 2 jours. Et un soir, mon mari avait fini de peindre la chambre du futur bébé. Et il avait installé, en fait, on avait déjà acheté les lits, etc. Et le lit, c'est pas encore les lits, c'était le lit à l'époque. Et l'armoire et je rentre du travail et je vois qu'il avait tout installé la chambre et donc là j'étais à pile 4 mois de grossesse et là je me mets à pleurer. Il me dit mais pourquoi t'es pas contente, etc. Je lui dis oh, mais j'ai trop peur que ça le fasse arriver trop tôt. Alors on savait pas le sexe, c'est pour ça que je dis le bébé. Et je Ouais. prends je prends ma douche et puis en sortant de ma douche je sens qu'il y a un liquide qui coule. Bon, je me dis bon c'est des pertes, on continue, etc. Puis on va pour manger et là je sens en fait j'avais mis une serviette hygiénique et je trempe la serviette hygiénique d'un liquide transparent. Et là, je comprends ce qui est en train de se Ouais. passer. Je perds les os, je perds du liquide amniotique. Donc, du coup, là, on est parti, pareil, aux urgences maternité. Et là, ça a été horrible lorsqu'il a fallu monter les escaliers pour rejoindre le service maternité. Mais je me vidais, mais c'était une horreur. Et en fait, c'est certainement l'hématome qui n'était pas résorbé et qui a peut-être saigné à nouveau, mais qui, du coup, a percé la poche du bébé. Qui a percé, bien sûr, ouais. Donc, du coup, là, on nous refait une échographie et le bébé était toujours là. Ce petit bébé qui s'accrochait toujours, mais avec toujours Ouais. une activité cardiaque. Et donc, en gros, c'est soit, c'est quitte ou double, hein. Soit la grossesse va continuer, soit un travail d'accouchement va démarrer. J'ai eu beaucoup de chance. Il s'avère que je n'avais pas d'infection, qu'il n'y a pas eu de contraction non plus. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette perte de liquide amniotique. Mais par contre, j'ai été hospitalisée et alitée du coup durant 3 mois. Donc ça a été aussi une grossesse à l'horizontale, pas comme j'imaginais vivre ma première grossesse, mais c'était comme ça. Il y avait pas le choix et je suis ressortie de la clinique à l'époque. J'étais à 32 semaines d'aménorrhée.
D'accord. Donc Ils 7 mois de estimaient qu'à grossesse. 32 semaines, tu pouvais sortir et que elle était, selon eux, en tout cas assez mature pour, voilà, si C'est ça. l'accouchement se déclenchait. Tout à fait. Que là, en termes de prématurité, on avait passé quand même des caps très importants et que à ce stade-là, ça reste des tout petits bébés, hein, mais que les bébés s'en Bien sûr. sortent. Donc, on a pu profiter des derniers mois et au final, ma fille, elle est née à terme. Donc ça, c'est OK. voilà. Belle Donc surprise au un très final, bel ouais. Mmh. accouchement. Ouais, 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 ouais. Donc on avait gardé aussi la surprise du sexe jusqu'à la naissance. Et donc on a découvert à la naissance que Pour c'était vous 2 une petite fille. ou pour votre entourage? Nous deux, tout le monde, enfin voilà, c'était vraiment on avait gardé le secret. Moi, j'avais aucune préférence. Je voulais juste être maman. Je voulais juste un bébé, que ce soit un garçon ou une fille. Je voulais un bébé. Super. Donc là, les premiers mois avec Alicia, se passent. J'imagine que Voilà. vous êtes comblés. Oui, donc voilà, les premiers mois se passent, les premières années, voilà, on découvre ce que c'est que de devenir parent. On va partager Ouais. plein de bons moments tous les trois. Alicia, on l'emmènera partout avec nous pour les balades, les randonnées. On est toujours à fond, donc c'est vrai qu'on a bien profité. Et puis les années passent, et puis l'envie du deuxième commence à me travailler. Ouais. Alicia Mmh. avait à peu près 3 ans. En fait, c'est suite à l'une de mes copines qui a eu en fait une petite fille et j'avais vu comme Alicia était du haut de ses 3 ans avec ce petit bébé et puis alors moi ça me redonnait, j'adore les bébés donc ça me redonnait trop envie de me relancer, donc on s'est relancé dans les examens médicaux en décembre 2018 pour Ouais. Vous êtes faire repartis directement au parcours PMA, oui, après je prenais pas de contraception de toute façon, j'en ai jamais repris. D'accord. Donc voilà, si ça avait dû marcher, je me disais ça aurait marché à ce moment-là. Et du coup, on est reparti donc pour un transfert d'embryons congelés à nouveau parce Ouais. il en restait Mmh. deux. On a fait un premier transfert d'embryons congelés en janvier 2019. Par chance, test de grossesse positif. Là, je me dis mais alors là c'est trop de la chance, ça va marcher tout de suite. Enfin vraiment, j'étais déjà sur mon nuage. C'était voilà trop bien. Donc après ça a suivi son cours, les prises de sang ont évolué de manière positive également et puis on a passé une première écho. Alors en parcours PMA, c'est vrai qu'on passe des échos assez tôt dans la grossesse pour voir s'il y a vraiment en fait un embryon. Donc là on voit qu'il y a un embryon. Alors elle avait vu une petite activité cardiaque, elle le trouvait un peu petit par rapport au début de grossesse. Mais bon, des fois avec les transferts d'embryons, il se laisse un peu de temps avant de s'inquiéter. Ouais. Du coup, la grossesse a continué. C'est vrai que je trouvais que je prenais un petit ventre très rapidement. Je pense que c'est le fait d'avoir un deuxième bébé. En fait, notre corps, Un deuxième, ouais. il est déjà prêt à accueillir. En fait, fin février, début mars, je passe une échographie. J'étais à 9 semaines d'aménorrhée. Et là, malheureusement, l'échographe m'annonce que la grossesse s'est arrêtée. Ouais, tu le vois à l'écho et t'avais, voilà, tu Voilà. l'avais pas vu avant, quoi. Et là, c'est la douche froide. J'étais allée avec ma sœur parce que mon mari Ouais. était en déplacement. Et là, ça a été vraiment la douche froide. Donc tout de suite, c'est d'aller voir le gynécologue. Ma gynéco à l'époque était en vacances, donc j'ai été reçue par un de ses collègues, un gynécologue. Et là, en gros, je trouve de toute façon, il y a pas, voilà, on vous parle, vous avez une grossesse arrêtée. En gros, soit vous prenez le cachet, soit on prévoit un curetage. Moi, je sais pas, faites ce qui est le mieux. Et donc, ça c'était un jeudi, et ils m'ont planifié le curetage le lundi. Donc, je suis restée Ouais. avec l'annonce du jeudi au lundi. Et franchement, mais c'est horrible. Vraiment, j'ai passé des journées à pleurer. La fausse couche, elle s'est déclenchée le dimanche en fin de journée. Le lundi matin, mais j'étais tellement en souffrance. En fait, ça fait des contractions presque aussi fortes que l'accouchement. Et comme je dis, l'accouchement, on souffre, mais on sait pourquoi on souffre. Là, en Ouais, bien fait, sûr. on est dans la souffrance psychologique et physique. Et quand on est arrivé à la clinique, je souffrais, je ne tenais pas debout, je perdais des litres de sang. Mais en fait, il y a personne qui s'est dit elle est en souffrance, on va vite s'occuper d'elle. Voilà, c'est triste et je sais que encore maintenant en 2024 la prise en charge des femmes qui vivent des grossesses arrêtées, c'est très léger. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe suite à cette fausse couche qui pour toi a été quand même très difficile à vivre à la fois moralement et puis physiquement aussi? On est rentré à la maison et je devais accompagner en plus Alicia au carnaval de l'école. Et j'ai dit mais je peux pas louper, c'est son premier carnaval à l'école, donc j'y suis quand même allée. Je sais pas comment je tenais debout parce que derrière j'ai été vraiment, j'ai été arrêtée, j'ai été vraiment très fatiguée. En fait, j'avais des grosses migraines tellement j'avais perdu de sang que j'étais anémiée et du coup ça a entraîné des très forts maux de tête. Donc, Et elle le ressentait comment ça? Elle percevait qu'il y avait quelque chose, alors Alicia, en fait, d'anormal? on lui a pas trop dit à l'époque ce qui se Elle avait passait. su que, voilà, que que t'avais été enceinte, en fait? Elle avait su que... Là, elle le savait pas, non.
Pas tout de suite. J'avais du mal quand même à lui en parler. Et je lui avais expliqué que parfois c'est pas facile d'avoir un bébé. Donc elle connaissait son parcours. On avait un petit livre à la maison, donc elle sait comment elle a été conçue. Ouais. Elle savait ce que c'était une FIV. Elle savait un petit peu tout ça. Donc elle savait qu'il fallait repasser par la même chose, par les piqûres, comme je lui disais. Mais là, elle était pas trop au courant encore. Donc après, après la vie a repris. J'ai repris le travail. Et puis on s'était dit, va falloir qu'on relance. Mais pareil, en fait, moi, c'est vrai qu'à chaque fois il faut se remotiver et c'est pas facile. Et l'été 2019, j'ai eu un pressentiment un jour comme ça. J'achète un test pipi et là, bim, positif. Je me dis, mais incroyable, ça va être Ouais, le bébé c'est arc-en-ciel génial. dont toutes les femmes parlent parfois, qui arrive après une fausse couche parce qu'il est arrivé naturellement, ce qui n'était jamais arrivé Ouais. de toute ma Tu vie. t'es dit, enfin la roue tourne et enfin un petit peu de positif après, voilà, toutes C'est ces ça. épreuves et ce parcours très long. Voilà. Et en fait, on est parti en vacances. Après, voilà, j'étais prudente, je faisais attention. Enfin, il y a eu aucun abus. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai repassé une échographie, donc j'étais à peu près au même stade. Et là, la même image. Le cœur, l'activité cardiaque s'était à nouveau arrêtée, donc à nouveau grossesse arrêtée. Et je savais cette fois ce qu'il en était. Et là, on était en août. Ouais, est-ce que ce par quoi t'allais passer, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Les étapes suivantes. Donc là, ça a été curetage directement. J'ai dit cette fois, je veux pas prendre de médicaments. On passe par le curetage tout de suite. Donc, ce qui s'est passé, hein, encore une fois. Donc c'est vrai qu'en peu de temps, ça a été quand même un peu difficile cette année 2019. Donc, Bien sûr, très dur d'encaisser tout ça, ouais. ouais, il faut encaisser. Ça, franchement, c'est difficile. Ensuite, sur l'automne 2019, du coup, ils m'ont fait une biopsie au niveau de l'utérus pour voir s'il y avait quelque chose qui montrait que mon corps pouvait rejeter en fait les embryons. Donc, on a refait des petits examens médicaux. Et puis, donc non, tous les examens médicaux sont revenus corrects. Et donc, on a refait encore un transfert et le dernier transfert d'embryon qu'on avait de notre première FIV début 2020, donc en février 2020. Test de grossesse négatif. Et derrière le Covid, le confinement, donc de toute façon, tous les parcours PMA se sont arrêtés. Et moi, j'ai dit de toute façon, là, faut aussi qu'on se mette en pause et que je repense un petit peu à moi. Bien sûr, ouais. Donc là, c'était votre tout dernier embryon. Oui. Ça marche. Donc vous saviez que si vous vouliez relancer ce projet de deuxième bébé, il fallait repartir dès le départ, en fait. Exactement. Dès le départ. Ouais. Et là, c'est dur de se relancer. C'est vraiment très dur. Donc, on a relancé tous les rendez-vous médicaux, etc. Fin 2020. Et Ouais. pour avoir une ponction à nouveau, comme tu le dis si bien, pour espérer avoir un deuxième bébé. Pour moi, c'était dur. On a fait les rendez-vous. J'ai reçu l'ordonnance où il fallait donc acheter toutes les injections. Je savais qu'il fallait refaire les échographies, les prises de sang de suivi. Donc, je savais que ça allait me demander encore une énergie. En fait, je me disais, mais j'en suis pas capable. Je peux plus, là. Comment je vais gérer? Cette fois, il y a Alicia, toujours mon travail. Par contre, cette fois-là, mes responsables étaient au courant de mon parcours. Et finalement, pour moi, ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'ils ont fait preuve de bienveillance et j'ai pu prendre les rendez-vous de manière beaucoup plus libre d'esprit plutôt que de cacher la chose. Ouais, c'était un soulagement en fait de savoir qu'ils étaient au courant et au moins tu t'organisais librement. Voilà. Pour continuer tout ton parcours. Ouais. Exactement. Donc ça a été quand même beaucoup plus facile. Et donc quand j'ai reçu cette ordonnance, j'étais à la maison, ça devait être un mercredi parce qu'Alicia était avec moi. Et là je me suis mise à pleurer. Alicia est arrivée, elle me dit mais pourquoi tu pleures maman? Et je lui dis écoute Alicia, je suis pas sûre. Là elle savait en fait qu'on n'arrivait pas à avoir un bébé. Elle savait qu'il fallait que je refasse les piqûres. Et je lui dis maman elle y arrivera pas. Je sais pas comment me refaire pour me motiver. J'ai l'impression que ça va être trop dur et j'ai peur. En fait j'avais très peur aussi de l'échec à nouveau. Et je me rappelle très bien que cette petite fille m'a regardée et m'a dit « Maman, tu sais, si tu ne fais pas les piqûres, c'est sûr qu'on n'aura jamais un bébé. Alors que si tu fais les piqûres, on aura une chance d'avoir un bébé. » Mais c'est vraiment ces paroles qu'elle m'a dit. Et je me rappelle que j'ai encore plus pleuré. Et je lui ai dit « T'as raison. T'as raison. » Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 5 ans? Elle avait... Oui, c'est ça. Donc elle a fait preuve de maturité. Et par contre, c'est vrai que pour le coup, je l'ai beaucoup impliquée. Elle me donnait la main tous les jours quand mon mari me faisait la piqûre dans le ventre. Elle était à côté de moi et elle me donnait la main. Et c'est vrai que c'était ta source de motivation de savoir qu'elle était là derrière pour te soutenir aussi. Ouais.
Exactement. Donc, voilà, on a refait les prises de sang, les échographies, mais c'est vrai que cette fois, j'étais un peu différente. J'avais mûri aussi et je me suis un petit peu plus imposée parce que pour les échographies, fallait prendre rendez-vous. En fait, je disais, mais en fait, moi, je viens au laboratoire à 6h45. Je ne vais pas ensuite aller travailler, revenir faire l'échographie. Enfin, des trucs, on était tombés sur la tête quand même. Donc, je faisais ma prise de sang à 7h moins quart, 7h. Et en fait, après, on était plusieurs à attendre assises par terre dans le couloir pour passer notre échographie. Voilà, pour être dans les premières et passer en fait avant celles qui avaient les rendez-vous derrière. Donc du coup, la FIV a marché. Ça a été chaque soir, du coup, j'ai eu une piqûre, puis ensuite j'ai eu même 2 piqûres parce que mon corps réagissait très bien, donc même trop vite. Donc du coup, il fallait une deuxième piqûre pour ralentir. Donc là, j'étais voilà, 2 piqûres dans le ventre, c'était un petit peu dur. Et la Ouais. ponction, elle a eu lieu en mars 2021. Donc là, il y avait eu 13 ovocytes prélevés, donc le double Ah oui. que pour Alicia. Voilà, incroyable, alors que j'étais plus âgée, mais comme quoi. Et il y avait eu donc au total 9 embryons, donc 9 embryons sur 13 ovocytes. Ça montre quand même que derrière, tout est diminué. Et j'ai eu 3 embryons qui ont été poussés à J5 et J6. Donc de 9, on est passé D'accord. à 3. Donc une maturation un peu plus longue. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit cette fois, vu que j'avais eu pas mal de grossesses arrêtées au préalable. Il m'avait dit Ouais. qu'en fait, plus on va les pousser, plus ça va montrer que ce sera des embryons qui ont plus de chances de s'implanter ensuite dans le corps de la femme. D'accord. Donc du coup, on a eu le transfert, ça s'est bien passé. 2 semaines après le transfert, je vais aux toilettes et là je saigne. Voilà, à nouveau. Donc j'étais triste, j'étais hyper déçue. Et au fond de moi, j'ai ma maman qui devait passer à la maison. Je l'appelle, je lui dis écoute, passe à la pharmacie s'il te plaît. Tu m'achètes 2 tests de grossesse. Bon, d'accord et tout. Donc elle arrive avec les 2 tests de grossesse. Puis moi, dans l'après-midi, je fais un test et là, il y a les 2 barres qui s'affichent. Du coup, je l'annonce à mon mari, à Alicia aussi, en Ouais. leur disant, c'est soit il y a un début de grossesse, c'est déjà arrêté parce que j'ai mes règles, soit c'est encore mes règles anniversaires et ça va continuer. Donc, le lendemain, je refais le test pipi. Et le deuxième est à nouveau bien positif et je n'ai plus aucun saignement. Et là, ça a été du coup confirmé avec la prise de sang qui a bien montré qu'il y avait un début de grossesse. Donc là, j'étais contente, mais en même temps, j'étais très, très, très stressée. Je pleurais en fait à Bien chaque fois sûr, ouais. que j'avais un résultat, je m'effondrais. C'était tellement des moments en fait où le stress montait que dès que je voyais le résultat, je pleurais. Et en fait, après, j'ai refait, on faisait toutes les 24 ou 48 heures. Je me rappelle plus exactement, le taux doit doubler. Et mon taux, il est passé d'un taux inférieur à 300 à presque 4000 en une petite semaine. Donc c'est quand même un taux qui est quand même assez énorme. Et on comprend pourquoi. Voilà, je savais pas ce qui se passait. Du coup, j'ai eu une première échographie, donc j'étais à peu près à 7 semaines d'aménorrhée. Donc là, je suis allée en fait à l'échographie toute seule. Mon mari m'attendait dans la voiture parce qu'il y avait les restrictions Covid. Et je m'allonge sur la table, mais j'en tremblais. J'avais le cœur qui battait énormément parce que j'étais franchement traumatisée par ces images des échographies. Et là, la gynécologue me dit, on a implanté combien d'embryons déjà? Je dis, un seul, pourquoi? Et là, elle me répond, je crois que j'en vois 2. Et moi, la réponse que j'ai eue, ça a été, dites-moi seulement s'il y en a au moins un qui est vivant. Et là, Ouais. elle me dit, mais oui, il y a 2 activités cardiaques, mais regardez. Je dis, vous êtes sûr, je peux ouvrir les yeux? Enfin, voilà, j'avais les yeux fermés, j'avais les yeux cachés, j'étais bouleversée. Et là, je suis passée, j'ai rigolé, j'étais pliée en 2, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais 2 quoi, Ouais, c'est fou. c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Alors qu'avec un seul embryon, un J5, et en fait, elle me dit que si, dans des cas exceptionnels, l'embryon, il peut se dédoubler tardivement et du coup donner une grossesse gémellaire. Moi, je rêvais depuis toujours d'avoir des jumelles. Alors à ce stade, clairement, je sais pas si c'est des garçons ou des filles, mais je sais pas, dans ma tête, ces 2, ce sera des filles, quoi. J'avais aussi envie qu'on m'implante 2 embryons parce que j'avais peur en fait que avec mon âge, alors j'étais pas très âgée, j'avais pas 35 ans, mais je me disais ça donne quand même plus de chance. Et pour mon mari, c'était hors de question d'avoir 2 embryons implantés, c'était hors de question. Parce qu'il voulait pas de jumeaux, du coup c'était hors de question ouais. de tenter d'avoir 2 embryons implantés à la fois. Pour lui, notre plan de vie, c'était 2 enfants, mais pas 3. Donc, du coup, la gynéco, je lui ai demandé si mon mari pouvait monter pour qu'elle lui annonce elle, parce que je lui ai dit, mais moi, je sais pas comment lui annoncer. Et en fait, je l'ai appelé au téléphone en lui disant que tout allait bien, mais qu'il fallait qu'il vienne. Et là, il est arrivé, il nous avait trouvé déjà un peu bizarre dans la salle de consultation.
Et là, la gynéco lui montre l'échographie et lui annonce. Mais lui, par contre, il n'y a pas eu un son qui est sorti de sa bouche. Il est devenu tellement blanc que j'ai cru qu'il faisait un malaise. Il était vraiment en état de choc. Alors que moi, j'étais trop heureuse et en même temps, je réalisais pas ce qui pouvait m'attendre, que ce soit en termes de grossesse, mais aussi par la suite d'accueillir deux bébés. Donc dans l'entourage, pareil, des explosions de rire quand je l'ai annoncé à mes parents, ma sœur. Enfin, c'est que tout le monde a halluciné qu'il y ait deux petits bébés qui sont en train de se développer. Mais mon mari, au début, il rigolait pas, vraiment pas du tout. Lui, il a pas dormi de la nuit parce qu'il s'est projeté pour changer de maison. Donc ça a été pour lui un gros moment de panique. Et puis, bah, au fil des semaines, il a accepté de plus en plus la situation. Donc à Alicia, moi, je lui ai annoncé que la petite graine, elle s'était accrochée. Mais à ce stade-là, je ne lui avais pas dit qu'il y avait deux potentiels bébés à venir. Donc on a eu une échographie à 9 semaines d'aménorrhée avec un échographe assez expérimenté pour définir quel type de grossesse gémellaire c'était. Quand on arrive dans cet univers, on découvre les jumeaux dizygotes, les jumeaux monozygotes, enfin C'est vraiment, ça, ouais. On connaît pas ça avant, c'est voilà, vrai. Ah, on dit c'est faux jumeaux, vrai jumeaux, mais au-delà de ça, on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. exactement. Et en fait, on sait même pas que les vrais jumeaux, entre guillemets, c'est un terme qui plaît pas forcément aux parents de jumeaux, mais bon, c'est comme ça que la plupart en parlent, viennent d'un seul embryon et que deux jumeaux, des C'est faux ça, que jumeaux c'est viennent forcément du même forcément de sexe deux puisqu'ils sont ovules qui ont été, identiques. voilà. Du coup, là, quand j'ai passé l'échographie, donc les bébés avaient déjà bien grossi, on les voyait vraiment bien, et l'échographe ne voyait pas de membrane. Donc moi, c'était forcément en fait une grossesse avec des monozygotes, donc des vrais jumeaux. Et Ouais. il y avait bien un seul placenta, et il ne voyait pas de membrane entre les bébés. Donc il m'a dit, bon, à ce stade-là, c'est peut-être encore que je la vois pas, on verra l'écho des 12 semaines d'aménorrhée, mais j'ai l'impression que c'est bien parti pour être une grossesse monocoriale, monoamniotique. Là, ok, on comprend rien Ouais, de quoi à on ce moment-là, il parle. t'explique Enfin, un peu ce que c'est, ce que ça signifie ou pas du tout, il te sort juste les termes et alors, ce qui nous explique, c'est que voilà, en fait les bébés vont être dans la même poche et qu'il n'y a pas de membrane et que le risque le plus important dans ce type de grossesse, c'est que les cordons peuvent s'en mêler. Donc là, je suis rentrée à la maison, j'étais dépitée. Je me suis dit pourquoi ça me tombe encore dessus en fait? Pourquoi ouais, bien j'ai sûr. encore ce type de grossesse? Je vais plus en perdre un, mais je risque d'en perdre deux. Donc là, j'étais dépitée. C'était franchement pour moi, je me suis dit mais encore une fois, je risque d'être hospitalisée, d'être séparée de ma grande. Est-ce que je vais vivre la même grossesse? Ça a été un peu le choc. J'avais envie d'avoir une grossesse sereine et plus tranquille que la première. Et là, clairement, ça s'annonçait pas du tout comme ça. Donc du coup, ensuite, on a passé le cap des 12 semaines d'aménorrhée. Moi, Ouais. entre-temps, j'ai vraiment déjà fait attention. J'ai ralenti la cadence. Au travail, pareil, mes chefs étaient au courant. Je commençais déjà à faire du télétravail. Et quand on a passé l'écho des 12 semaines d'aménorrhée, ben, tout allait bien. Voilà, là, c'était vraiment l'échographie qu'on rêve d'avoir avec les deux bébés, JA et JB, hein, comme ils les appelaient, Ouais. et la confirmation du fait que c'était bien une grossesse monocoriale, monoamniotique. Donc c'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment très peur, ce type de grossesse, parce que quand je suis allée voir sur Internet, bah, je découvre que c'est une des grossesses les plus rares dans le cas des grossesses gémellaires. Ouais, Souvent, bien ce sûr. sont Moi, j'ai vu que c'était 1 à 2% des grossesses gémellaires qui étaient des grossesses monocoriales monoamniotiques. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Et surtout sur le fait qu'il faut qu'elles aillent à terme pour aller le plus loin possible dans l'avancement de la grossesse. Donc moi j'étais tombée sur des articles où je lisais que c'était des grossesses qui étaient assez rares et qui par contre c'était l'une des grossesses où il y avait le plus de morts in utero des bébés, de décès, du fait que les cordons s'en mêlaient et malheureusement que la grossesse s'arrêtait. Donc moi, il m'avait conseillé de rester le plus souvent possible tranquille, au calme, parce qu'il m'expliquait que bah, le fait de moins bouger, ça entraînait moins de vibrations aussi dans le ventre et que les bébés, bah, du coup, les cordons c'était peut-être sa théorie, hein, mais en tout cas, Ouais, ouais, ouais. il disait que les cordons risquaient moins de s'en mêler si les bébés étaient aussi tranquilles dans mon ventre. Alors, je les sentais D'accord. énormément bouger ensuite, mais pour lui, ça jouait vraiment en ma faveur de faire le plus attention possible.
Donc c'est ce que j'ai fait. Après, ça m'a pas empêché que je continuais de me balader un petit peu avec mes chiens. Je faisais des balades tranquillement le matin. Alicia était grande aussi, elle avait 5 ans et demi. Donc c'est sûr que voilà, je pouvais aussi faire attention dans ma vie. J'ai un métier sur lequel je travaille dans un bureau. C'est vrai que voilà, ça m'a permis d'être tranquille et de voir la grossesse évoluer. Donc j'ai eu un suivi toutes les 2 semaines, comme une grossesse monobie en fin de compte. Donc la grossesse a bien évolué, les bébés grossissaient parfaitement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont toujours été sur la même courbe. Quasiment. Mais vraiment, toutes les échographies, c'était copier-coller. C'est rigolo. Il y avait quelques grammes de différence, mais sinon, c'était vraiment pareil. Donc la grossesse, elle a continué, elle a bien évolué. Moi, j'étais franchement, même si j'étais toujours inquiète, et j'ai vraiment vécu ma grossesse une fois que j'ai passé les 25 semaines d'aménorrhée. Après coup, je sais très bien qu'à 25 semaines d'aménorrhée, c'est terrible, mais je savais qu'en tout cas, les médecins feraient en sorte de les sauver s'il y avait un accouchement, alors qu'avant, je savais très bien que malheureusement, on risquait de les perdre. Tout à fait, ouais. Donc, j'ai vécu vraiment ma grossesse et j'ai commencé les achats pas avant le 5e mois, j'y arrivais pas avant. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, tu disais que tu commençais les achats. Est-ce que vous avez, pour cette grossesse-là, demandé les sexes? Ouais, et mon mari voulait la même chose. Il voulait garder aussi la surprise. Pour moi, c'était vraiment trop dur de garder la surprise pour plusieurs raisons. Parce qu'au fond de moi, cette fois, pour le coup, j'espérais avoir des petites filles. Ça va être, je sais pas, ça va être mes poupées. Enfin, bon, c'était, voilà, mon... Ouais, tu te projetais avec des petites filles, avec 3 petites filles, c'est ça, ouais. Voilà. Et surtout, alors, j'avais lu des études sur Internet, comme quoi il y avait beaucoup plus de petites filles qui naissaient sur ce type de grossesse mono plutôt que des petits garçons. Il y avait des études où j'avais lu que, en fin de compte, c'était la longueur des cordons ombilicaux qui faisait que chez les filles, ils étaient plus courts que chez les garçons. Plus courts, et qui du coup, moins de risque de s'en mêler. Voilà. Donc c'était vraiment des vraies études que j'avais lues. C'est pas des articles comme ça. À l'époque aussi, sur Instagram, j'avais trouvé un compte d'une maman en Belgique qui avait eu des petites jumelles via une grossesse aussi mono. Donc avec elle, j'avais beaucoup échangé. Et c'était 2 petites filles. Donc ça confirmait, entre guillemets, ce que j'avais pu lire aussi. Et du coup, moi, j'avais un suivi aussi gynécologue chez ma gynéco tous les mois. Et donc là, vers le 5e mois de grossesse, je lui ai dit, bon, on n'est que toutes les deux. Est-ce que vous pouvez voir si vous voyez le sexe? Ça sera notre petit secret. Donc elle a regardé, elle m'a dit, bah oui, je vois bien que c'est une petite fille, donc c'est forcément 2 petites filles. Et donc dans la confidence, j'ai mis ma maman et ma sœur. Ma mère m'avait accompagnée à l'échographie. Et ce jour-là, on a été tout de suite acheter des vêtements, des petits pyjamas. Enfin voilà, on est allé se faire plaisir. Et après, je faisais des commandes de vêtements filles que je faisais livrer du coup, chez mes parents et que ma mère elle cachait parce que mon père n'était pas au courant. D'accord. Voilà. Et là, ton mari savait que toi, t'étais au courant, que t'avais demandé les sexes ou Non, ok. Du tout. Non, du tout. Et j'ai tenu bon. Il a jamais douté de moi jusqu'à la naissance, parce que j'ai toujours cherché aussi des prénoms garçons, autant que des prénoms filles. Donc ça a été juste le jour de leur naissance, quand je suis remontée après ma césarienne, que là, je lui ai dit, bah en fait, je savais que c'était des petites filles. Donc c'était rigolo. Mais non, moi j'ai tenu bon. Et au final, le fait de rester un peu dans le fait de chercher quand même des prénoms garçons, quand même jusqu'à l'accouchement, je me suis dit bon, j'espère, mais qu'elle s'est pas trompée. Voilà, c'est tout. Tant que j'avais pas vraiment vu mes petits bébés et que c'était vraiment des filles, je me disais quand même, est-ce que ce sera Tu le gardes toujours dans un coin de ta tête. Ouais, je trouve, ouais. Vu que je passais des heures et des heures à chercher des prénoms garçons, ça me mettait forcément un petit peu, ça laissait le doute quand même. Donc, Alicia aussi était très contente. Elle était, elle s'imaginait pas du tout déjà être grande sœur. Puis alors de 2 bébés, elle était très contente. Elle savait qu'il y avait 2 bébés. Et donc elle nous a aidé à préparer la chambre. On a refait la peinture, le mobilier. Enfin voilà, on l'a fait participer. Du mieux possible pour accueillir ces 2 petits bébés qui allaient arriver quelques mois plus tard et chambouler toute notre vie. On était restés quand même 6 ans tous les 3, donc c'est vrai que pour elle, ça allait être quand même un grand changement. On m'a prévenu tout de suite que la naissance se ferait par césarienne, pour éviter en fait que pendant un accouchement, il y a un des bébés qui sorte et ça tire en fait le cordon du 2e bébé, et que là on soit obligé de passer en césarienne d'urgence pour éventuellement sortir le 2e bébé. Donc je savais. D'accord. Donc en fait, dans le cadre de grossesse monocoriale monoamniotique, c'est exclusivement accouchement par césarienne. En tout cas, dans la clinique et les hôpitaux aux alentours de Grenoble, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que oui, parce que la maman avec qui j'avais sympathisé, elle a eu aussi une césarienne à 32 semaines d'aménorrhée. Ouais. Et moi, il m'avait dit que ce serait entre 32 et 34 semaines d'aménorrhée, parce qu'ils estiment qu'à ce stade-là, les bébés, ils sont mieux de continuer à évoluer et à grandir
à l'extérieur du ventre plutôt que de prendre le risque qu'à force de grossir, ils aient de moins en moins de place et du coup, que les cordons, toujours le problème et l'inquiétude des cordons qui fassent des nœuds. D'accord. Donc toi, césarienne Donc, programmée à 34 semaines. voilà, du coup, ils m'ont programmé donc la césarienne à 34 semaines d'aménorrhée. Donc ça tombait en fait la semaine du 1er novembre 2021. Ouais. Donc Alicia est du 5 novembre. Donc j'avais dit déjà on va éviter cette date quand même, qu'elle ne soit pas née toutes les trois le même jour. 6 ans de différence, c'est quand même incroyable. Et du coup, on avait planifié avec ma gynéco la césarienne le 2 novembre. Donc on a gardé la date, à part nos familles très proches, donc mes parents, les parents de mon mari, mais on a gardé la date pour nous. Voilà. Mais dans la famille, tout le monde savait que ça allait bientôt arriver, mais on a préféré garder bien sûr la date. Sans avoir la date sur... exacte, ouais. Voilà. Et du coup, on a tout organisé. Il a fallu donc faire garder Alicia, qui est partie donc chez mes parents, et puis nos chiens. Ça aussi, il fallait les faire garder bien sûr. le temps de l'hospitalisation. Et ma petite chienne, il faut savoir qu'on a pris Saïka en Qui était juin toute 2021. petite du coup, parce que j'ai en tête qu'aujourd'hui elle a 3 ans. Voilà. Et oui, on a été fous. Parce qu'en fait, Allez, un chien en plus. En fait, on avait un berger allemand qu'on a perdu en février 2021, juste avant D'accord, d'apprendre qu'on attendait des jumelles. On l'a perdu brutalement. Il avait presque 10 ans et il s'est paralysé. Et du coup, quelques mois plus tard, en avril 2021, le vétérinaire m'apprend que mon petit bichon a également une tumeur et qu'il lui reste peut-être 6 mois à vivre. Et là, franchement, je me suis dit, même si je vais avoir 2 bébés, je peux pas passer de 3 chiens à un chien. Ma chienne, elle va se retrouver toute seule. Enfin, ça va être trop de changements, trop brutal. Et du coup, on a été la chercher fin juin 2021 avant d'avoir les bébés parce que clairement, on n'aurait pas repris de chien avec l'arrivée des bébés. Et finalement, mon petit bichon, il est toujours là, 3 ans après. Génial. Ouais. Donc finalement, on se retrouve toujours avec les 3 chiens. Donc il a fallu faire garder tout ce petit monde. On devait rentrer en fait à la clinique le 1er novembre, donc 2021 pour la césarienne qui avait lieu le lendemain. Et en fait, le 1er novembre au matin, la clinique m'a appelé pour s'excuser du fait qu'il n'avait pas de place en néonatologie pour accueillir 2 bébés. Magnifique. Voilà. Donc là, douche froide. On avait tout organisé. Les sacs étaient prêts. La valise était prête. Tout. Enfin, vraiment. En plus, c'était un déménagement. Clairement, là, on allait accueillir 2 bébés. Ah, ça. Tu sais de quoi je parle. T'as l'impression que tu parles à l'autre bout du monde, mais en fait, non. Tu vas juste à la maternité. Non. Ah ouais. C'est de la folie parce que c'est vraiment incroyable tout ce qu'il faut prendre pour accueillir 2 bébés. Donc là, grosse douche froide. Franchement, j'ai tellement pleuré aussi cet après-midi-là parce que puis psychologiquement, voilà, j'étais prête à avoir ma césarienne. C'était quelque chose qui me faisait aussi peur quand même. J'ai passé sur un bloc. Voilà, c'est quand même c'est pas rien non plus. Et du coup, il fallait trouver un autre hôpital qui puisse nous accueillir. Donc ma gynécologue, elle a remué. C'est pas vrai. Et oui, si. Donc le 2 novembre, parce que le 1er novembre c'était férié. Donc le 2 novembre, elle a remué, elle a appelé les hôpitaux de la région pour trouver une place et elle m'a trouvé une place dans un hôpital pas très loin de chez nous, puisque le CHU de Grenoble était complet aussi en néonatologie. Donc, elle m'a trouvé une place dans un autre hôpital qui, par chance, en fait, était juste à côté, à 5 minutes de chez mes parents. Donc, je m'étais dit, c'est parfait pour Alicia, etc. C'est top. Pour Alicia, ouais. Voilà. Donc, du coup, la césarienne a eu lieu le 3 novembre. Je suis rentrée à l'hôpital le 2 novembre en fin de journée et on nous a préparé tout ça pour accueillir les bébés le lendemain. Et ce qui était bien dans cet hôpital, c'est que c'est un hôpital qui était plutôt neuf. En néonatologie, en fait, les bébés sont quand même avec la maman et le papa qui peut rester aussi sur place. Ils ont fait quelque chose de bien. C'est vraiment des chambres parents et avec les bébés ou le bébé. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est génial. Ça permet de commencer à tisser des liens et d'être là avec tes bébés en permanence. Ça, ouais. Ça, c'est vraiment chouette. C'était un hôpital donc de niveau 2, c'est-à-dire que les bébés sont accueillis à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, moi j'étais à 34 et quelques jours, donc c'était parfait. Et du coup, la césarienne a eu lieu. Donc ils ont sorti le premier bébé. Donc j'ai bien vu que c'était une petite fille qui s'est mise à pleurer. Donc là, soulagement, mon bébé pleure. Et puis très vite, ma deuxième puce aussi, pareil, des pleurs. Donc là, je me dis c'est bon, elle respire, parce que pour moi le pleur à la naissance c'est la bouffée d'oxygène. Bien sûr, c'est synonyme de voilà. Tout va bien, c'est bon, elle respire. C'est ça. Donc ils les ont ensuite tout de suite emmenés, bien sûr, quand même à côté, etc. Tant que moi, ils prennent soin de moi pour terminer l'acte de la césarienne. Et puis après, j'ai été en salle de réveil.
pour retrouver la motricité, etc. Et par contre, j'ai commencé à partir un peu en hémorragie. Donc, j'ai eu une perfusion pour arrêter l'hémorragie qui m'a fait vomir. Donc, après, j'ai eu une perfusion pour arrêter de vomir. Donc, je n'avais plus le droit de boire. Ça a été quand même aussi quelque chose. Et là, j'ai la pédiatre qui était venue me revoir en me disant que les filles allaient bien, mais qu'elles avaient besoin d'aide pour respirer. Mais bon, moi, L'assistance jusque-là, respiratoire, ouais. voilà, moi jusque-là, je me disais bon, ça, c'est normal, elles sont encore plus, enfin, la naissance vient d'arriver, c'est normal. Et je suis remontée en fait en chambre à 19h quasiment, alors que la césarienne avait démarré à 13h30. Je suis remontée Ah très oui. tard. Et en fait, j'ai compris pourquoi après, c'est qu'elles avaient vraiment, vraiment des grosses difficultés respiratoires. Et moi, je pense qu'ils m'ont préservée en salle de réveil plutôt que de me faire monter. Ils étaient en train d'essayer d'intuber l'une de mes puces. Ils y arrivaient pas. Donc mon mari, il était là, il m'a dit ça a été vraiment horrible ces moments-là. Ouais. Et donc ils ont fait monter les médecins du CHU de Grenoble, le SAMU pour venir et en fait ils l'ont transféré tout de suite après la naissance. Ils ont transféré donc Julia dans un autre hôpital. D'accord, donc une seule de tes deux filles est partie et tu es restée du coup à la maternité avec ton mari Voilà. et Léane, c'est ça? Voilà, Eliane, voilà. Donc là, ça a été quand j'ai vu ma petite puce partir dans sa grosse boîte transparente déjà branchée. Enfin, c'est pas du tout un scénario qu'on nous avait évoqué. C'est pas le scénario. Et là, à ce moment-là, ton mari pouvait pas, ils lui ont pas proposé de partir avec Julia pendant le transfert? Non, ils lui ont pas proposé. Alors, je sais plus s'ils lui ont proposé ou pas, mais moi, j'avais besoin de lui parce qu'en fait, je ne pouvais pas bouger. La césarienne, ça a été un moment quand même émotionnellement assez dur. Je pense que je lui ai dit, il faut que tu restes quand même avec moi. J'ai besoin de toi ici aussi. T'avais besoin, ouais. C'est dur, mais enfin, voilà. J'étais obligée de penser aussi à moi. Faut t'écouter aussi, bien sûr. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai préféré qu'il reste avec moi parce que déjà la césarienne, il a pas pu y participer parce que quand c'était pour une grossesse gémellaire, ils estimaient qu'il y avait trop de monde en fait déjà dans la salle, dans le bloc opératoire. Donc c'est vrai que c'est vraiment propre à chaque maternité ou chaque structure, ouais, parce que tout à fait. Enfin moi par exemple mon compagnon a pu assister, pourtant c'était pareil en césarienne à grossesse gémellaire et il y avait pas tant de personnel que ça autour de nous. Donc c'est vraiment D'accord. Après peut-être que comme c'est quoi. du fait que c'était aussi à 34 semaines Je pour pense. toi, du coup aussi plus de personnel pour les bébés, alors que pour moi c'était un stade un petit peu plus tardif dans la grossesse, du coup peut-être besoin de moins de personnes autour des bébés ensuite. Ah mais j'en suis oui tout à fait je pense ouais je pense. Alors en tout cas dans la clinique où je devais avoir la césarienne initialement, eux ils nous avaient dit que ce serait OK qu'il y ait le papa avec nous. D'accord. Donc voilà, comme quoi ça dépend quand même des établissements. C'est ça, ouais. Et par contre l'équipe avait été vraiment géniale. J'avais deux personnes près de moi qui me tenaient la main, qui me caressaient le visage pour me détendre, etc. Donc j'ai été quand même bien accompagnée pendant la césarienne. Bien entourée, ouais. Voilà, bien entourée. Mais voilà, c'est vrai qu'après la suite, ça a été un peu dur. Dans la première nuit, j'ai vomi toute la nuit et je pouvais pas me lever. Donc il y avait Léane qui était avec nous. Donc c'est qu'il fallait appeler à chaque fois pour dire est-ce que vous pouvez nous la mettre sur nous. Et Léane, donc elle avait les lunettes à oxygène. Le lendemain matin, on a pu appeler l'hôpital où Julia avait été transférée et donc son état était stable. Donc elle avait été intubée. Elle était en réa néonate. Et c'est vrai qu'en fait, malgré leur stade, c'était pas du tout pareil pour eux. C'est assez rare et heureusement que à 34 semaines, des bébés aient besoin d'être intubés, qu'ils aient besoin de lunettes à oxygène les premiers jours, etc. C'est rien. Mais de là à être intubées, en fait, c'est qu'elles ont eu la maladie des membranes parce que en fait, c'est dommage, je n'ai pas eu une piqûre de corticoïdes. Enfin, normalement, ils font deux injections, en sachant que ça allait être des bébés prématurés pour ouvrir en fait les alvéoles des poumons. Oui, bien sûr. Si j'avais eu ça, elles n'auraient pas eu toutes les deux tous ces soucis de respiration. Donc, et ça, c'est un oubli de leur part, le fait que t'aies pas eu du coup la piqûre ou Je sais pas du tout. C'est vrai que je trouve qu'en sachant que ce soit des bébés prématurés, ça aurait été bien. C'est vrai que mon échographe, quand il a su comment s'était passée la naissance, etc., et quand je lui ai expliqué, il m'a dit mais vous aviez pas eu les piqûres? Je dis bah non. Et là il était assez étonné. Donc je sais pas. Du coup, le lendemain, donc mon mari est descendu par contre l'après-midi, passer l'après-midi auprès de Julia. Il fallait pas qu'elle reste toute seule, ça c'était sûr qu'il allait y aller. Donc il y allait toute l'après-midi auprès d'elle. C'est quand il est revenu, il m'a dit que c'était quand même dur. C'est vrai que pour tout parent qui découvre la prématurité et cette ambiance,
C'est un monde pareil auquel C'est pesant, ouais. on n'est pas confronté tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc l'état de Julia était plutôt stable, mais par contre celui de Léane était un peu plus inquiétant parce qu'en fait ça n'évoluait pas comme il l'espérait. Elle creusait quand même beaucoup, elle forçait au niveau de sa respiration. Donc le surlendemain de la césarienne, ils ont décidé de transférer aussi Léane dans le même hôpital que sa sœur pour avoir un peu plus d'aide au niveau D'accord. respiratoire. Et puis de toute Et toi, façon, du coup, je t'as pu pense être que transférée aussi en même temps moi, oui, j'ai été ou tu devais transférée du coup rester dans la foulée aussi. Ah, super. Donc j'ai pu heureusement faire chance cette et puis j'étais encore je venais d'avoir la césarienne donc j'étais encore dans le nombre de jours où je pouvais être encore prise en charge dans l'hôpital. Sinon il aurait fallu les laisser toutes seules hein, bien évidemment. Bien sûr. Donc ça on a eu de la chance qu'on n'ait pas rentré à la maison sans nos bébés. Et ça je suis consciente que c'est une grande chance. Et du coup j'ai pu rencontrer ma petite Julia surtout quand je suis arrivée donc c'était 2 jours après la naissance. Quand je suis allée moi à l'hôpital où elle était, on m'a emmener la voir et là tout de suite on me l'a mise sur moi pour tout de suite avoir du pot à pot et c'est vrai hein, et souvent les médecins disent que pour les bébés prématurés le pot à pot ça donne un élan en termes de progression et ça a été bon, on voyait en fait que ses saturations étaient beaucoup meilleures quand elle était sur moi ou sur son papa que lorsqu'elle était toute seule. Donc ça a bien évolué et Julia elle a été extubée le dimanche donc elle est restée 5 jours intubée et dès le D'accord. lendemain de son extubation ils nous ont retransférés dans l'hôpital où j'avais accouché initialement puisque ici ils nous les prenaient juste en réanimation en fait après ils n'avaient pas de place pour nous Oui, il y avait pas de place en voilà. néonat, ouais, toujours. Voilà. Donc nous revoilà repartis mais cette fois on savait que là on avait passé un énorme cap on serait enfin tous ensemble les bébés les jumelles ne seraient plus séparées. Et là, on a découvert les nuits avec 2 bébés en même temps, Mhm. la journée aussi avec 2 bébés à s'occuper. Et voilà, ça a été une grande aventure et une grande découverte. Et voilà, vous mettiez les pieds dans C'est le ça. monde des parents de jumeaux. Exactement. Voilà, c'était parti. Et c'est vrai que on peut pas se dire bon tiens, tu fais cette nuit, moi je fais la nuit suivante. Non, c'est vrai qu'il faut. Non, là, on peut pas prendre le relais Voilà. l'un de l'autre. C'est ça, là c'est pas On est possible. tous Moi les j'ai deux sur le donné, front. voilà, moi j'ai pas allaité, donc c'était un choix et donc ça a été le biberon. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi d'avoir quand même le binôme hein, avec le papa pour m'aider quand même à nourrir ces 2 petits bébés, plus qu'il y avait besoin. Julia, elle a eu beaucoup besoin au début des bras, d'être portée, de dormir sur nous. Et je pense que c'est normal, c'était le fait d'avoir été séparée, elle avait besoin de ce contact plus que Léane. Voilà. Ok. Et du coup, pendant le séjour, du coup, en maternité, est-ce que Alicia est venue vous voir? Oui, Ou est-ce que la alors rencontre s'est faite après, à votre retour de non, la en fait, maternité? je ne savais pas, mais Alicia a pu venir nous voir quand on était en réa néonate. Je pensais que c'était Ah ouais. Mhm. interdit les Ah visites, et ouais, si les c'est visites, le grand frère ou grande sœur étaient des autorisées, parce que fratries, ouais. voilà, parce que les séjours, en fait, ils peuvent être longs, même en réa néonate, hein, quand les bébés naissent, ils y passent des semaines, voire des mois. Donc les grands frères ou grandes sœurs peuvent venir les rencontrer. Donc moi j'ai accouché le mercredi et Alicia est venue le samedi. Mes parents l'ont amenée, donc eux ne sont pas venus voir les bébés, mais elle est venue. Et c'est vrai que j'avais peur de sa réaction parce que c'est pas une rencontre normale de voir des bébés Ouais, c'est couchés, ça. Elle a pas été etc. un peu impressionnée En fait voilà, les de médecins toute cette ambiance, de tout. les médecins nous ont rassurés que l'enfant, il voit pas tout ça, il voit pas tout ce que ça entraîne, toute la peur que nous on peut avoir. Donc non, elle était très émue de rencontrer ses petites sœurs. Et ensuite, Génial. pareil, pendant le séjour à l'hôpital, parce qu'on est resté du coup un peu plus de 3 semaines, elle a pu venir aussi les mercredis et le week-end passer ses après-midi avec nous à l'hôpital. Ah ouais, donc là, c'est ce que tu disais. Donc pendant 3 semaines, vous avez pu rester vraiment tous les 4 Oui. à Ouais. l'hôpital Mon mari est resté avec ensemble. nous. Alicia est restée chez mes parents, donc c'est vrai que pour elle c'était un peu difficile, même pour moi. Hein. Tous les soirs on pleurait au Bien sûr. téléphone parce qu'on se manquait l'une et l'autre. Mais on a pu passer tout le temps tous les 4. Moi j'étais sortie une après-midi aussi, donc c'est le papa, on avait fait ça en fait, une après-midi chacun. On était partis de l'hôpital en laissant les 2 bébés à l'autre et pour aller passer une après-midi seule avec Alicia. Et ça faisait du bien aussi de sortir de l'hôpital. C'est sûr. Et puis après, le grand retour à la maison et le début de la vie à 5 réellement qui a démarré. C'est ça, le début de l'aventure familiale avec la famille au complet. Exactement. Ça marche super. Et ben, merci beaucoup Amandine. Je te remercie vraiment pour tout ton témoignage.
toute l'histoire que tu as accepté de parcourir avec nous, d'avoir aussi démêlé avec nous tout le parcours PMA, toutes les questions aussi sur les grossesses monocordiales, monoamniotiques, qui, comme on le disait, sont très rares. Et je pense que ton message, en fait, est vraiment un message d'espoir, à la fois sur le parcours PMA et à la fois sur ces grossesses mono qui peuvent être assez risquées et faire vraiment peur de prime abord aux parents à qui on annonce que c'est ce type de grossesse. Donc pour tout ça, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas pour m'avoir fait confiance aussi pour raconter tout mon parcours qui est un peu long mais qui s'est très bien terminé. Et je sais aussi comme c'est difficile pour toutes ces femmes qui sont encore en parcours PMA et qui vivent des échecs. Mais j'ai envie de dire que heureusement, il y a des belles histoires. Et j'en suis la preuve aujourd'hui parce que je me retrouve aujourd'hui à la tête d'une famille avec 3 enfants et c'était inespéré. Super. Eh ben, merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Suite à leur parcours, Amandine et son mari Damien ont fait le choix de faire don des embryons congelés issus de leur dernière FIV pour à leur tour venir aider des couples dans leur parcours vers la parentalité parce qu'ils savent du fait de leur histoire que ce parcours peut être long et parfois très compliqué. De mon côté, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura touché autant que moi et que le témoignage d'Amandine pourra aider et donner un peu d'espoir à certains parents qui sont aujourd'hui en plein dans un parcours PMA ou qui sont confrontés aux difficultés d'une grossesse monocordiale monoamniotique. Et pour finir, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Coup Double. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.